Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Je ne suis pas beaucoup les infos. Les crises internationales, les crimes, les enlèvements, toutes ces choses me consternent. C'est comme si notre monde était une jungle dangereuse, et je n'aime pas ce sentiment, car je suis une fille paisible qui aime éviter les problèmes. J'étais loin de me douter que mon monde paisible allait être secoué par l'un de ces tristes événements. Je m'appelle Marsha, et j'ai 18 ans. Je vis avec mes parents et ma petite sœur, Marilyn. Ma mère m'a souvent prévenue d'être vigilante et d'éviter les situations dangereuses. Elle m'a dit que les gens pacifiques peuvent vivre dans un monde pacifique s'ils choisissent de le faire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Un jour, j'étais à la fête d'anniversaire d'une amie, et nous étions en train de rire, de manger, de jouer et de passer un bon moment. Je ne faisais pas vraiment attention à mon téléphone. Mais quand j'y ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que maman m'avait appelé plus d'1 million de fois, vers minuit. Elle était visiblement inquiète de me voir sortir si tard. Alors j'ai décidé de me dépêcher de rentrer. J'avais peur de prendre un taxi seul, mais je devais me dépêcher de rentrer. J'ai donc marché jusqu'à la rue principale, qui était très faiblement éclairée, et j'ai vu un taxi tout près. Mais quand je me suis approchée, j'ai vu que toutes ses vitres étaient éteintées. Et je ne me suis pas sentie à l'aise. J'ai cherché un autre taxi, mais le chauffeur de taxi a ouvert la porte d'entrée et a souri. Son âge avancé et son sourire amical m'ont désarmé, et m'ont donné un sentiment de sécurité. Alors je lui ai demandé de me conduire chez moi, et j'ai sauté sur le siège arrière. Il m'a demandé pourquoi je marchais seule dans une rue mal éclairée si tard dans la nuit, et je lui ai parlé de la fête et de ma perte de la notion du temps. Il m'a prévenu de ne plus sortir tard le soir, car c'était un moment dangereux pour sortir. Il m'a demandé si j'avais entendu parler d'un tueur en série nommé Bradley. J'ai répondu que oui, mais que je ne savais pas à quoi il ressemblait. À ce moment-là, il a ri, et j'ai entendu les 4 portes se verrouiller soudainement. Il m'a regardé et a dit « Je m'appelle Bradley. Maintenant que tu sais à quoi je ressemble, c'est un plaisir de te rencontrer. » J'ai crié pour qu'il arrête le taxi et me laisse sortir. Il a simplement déclaré que les simples erreurs peuvent parfois avoir le plus grand impact sur nos vies. Il s'est vanté que je serais un ajout parfait pour compléter sa collection de crânes. Dans la panique, j'ai attrapé sa ceinture de sécurité et j'ai commencé à l'étrangler avec. J'ai exigé qu'il arrête la voiture, mais il a refusé. J'ai commencé à l'étrangler de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il finisse par perdre le contrôle de la voiture. La voiture a quitté la route, a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvée à l'envers. Heureusement, j'étais encore consciente et ai pu sortir de la voiture renversée. Il a essayé de m'attraper pendant que je rampais, mais j'ai réussi à lui échapper. J'ai couru jusqu'à la route principale et j'ai fait signe à une voiture dans laquelle se trouvait une famille. Une fois arrivée à la maison, j'ai raconté mon horrible expérience à maman, qui m'a emmenée au poste de police. Après avoir écouté mon histoire et ma description du type, la police a promis d'enquêter et d'attraper le criminel dès que possible. Cette expérience m'a marquée à vie, mais je sais maintenant que je dois être forte si je veux continuer à vivre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un expéditeur anonyme qui disait « Sois prête pour la prochaine balade. » Ce n'est pas la dernière fois que l'on se voit. Bonjour, je m'appelle Brenda, et voici comment je me suis ridiculisée à l'âge de 14 ans. Avant de vous raconter mon histoire, permettez-moi de souligner quelques points. Tous les adolescents éprouvent parfois un peu d'anxiété. Il s'agit en fait d'une réaction normale au stress, et cela les aide parfois à faire face à des situations accablantes. Pour beaucoup d'adolescents, des choses comme parler en public, les examens finaux ou même sortir avec quelqu'un peuvent provoquer des sentiments d'anxiété. Pour certains adolescents, cependant, l'anxiété peut aller au-delà de ces symptômes typiques et affecter négativement les relations amicales et familiales, la participation aux activités et même leur travail scolaire. Et ne me faites pas dire qu'être un adolescent ressort du sang du diable. Ok, c'était une blague innocente, mais je le pense vraiment. Donc, j'étais assise en classe, derrière le gars le plus mignon de ma classe. Son nom était Josh, et je voulais juste lui demander son numéro de téléphone, mais j'étais terriblement timide et j'avais très peur d'être rejetée. Mais le moment du bal de l'école approchait. Je voulais y aller avec lui, mais il n'y avait aucun moyen de le faire en face à face. J'ai essayé de surmonter mon anxiété et je me suis convaincue d'y aller. J'ai débattu avec moi-même pendant un certain temps, manquant la plus grande partie de la leçon en classe de ce jour-là, avant de me décider à lui demander. Je lui ai demandé, et il a accepté. Il a lentement pris mon téléphone, a tapé son numéro et me l'a rendu. Je me suis sentie soulagée, j'avais obtenu le numéro.
Je veux dire, j'avais tort. Il n'y avait pas de quoi être inquiète. J'avais aggravé la situation dans mon esprit par rapport à la réalité. C'était agréable de réaliser que j'étais anxieuse pour rien. D'en finir et d'avoir son numéro. Je suis rentrée à la maison plus tard ce jour-là et j'étais si excitée d'appeler ou d'envoyer un SMS à Josh. Mais comme je suis timide socialement, j'ai essayé de lui envoyer un message. Mais le message n'a pas été délivré. J'ai vérifié le numéro qu'il m'a donné et j'ai remarqué qu'il comprenait les chiffres 911. Ce qui m'a indiqué qu'il m'avait donné un faux numéro de téléphone pour éviter que je le contacte. Je me suis soudain rendu compte à quel point j'avais agi bizarrement envers lui. Je n'avais pas de grand lien avec ce garçon avant de lui demander son numéro. Il n'y avait pas de relation entre nous. Alors j'ai dû lui faire peur en lui demandant son numéro. Je lui ai également demandé en plein cours en lui tapant sur l'épaule. Il n'y avait rien de naturel ou même de normal dans ma façon de procéder. Je n'ai pas agi de manière immorale, mais c'était terriblement gênant, socialement inapproprié et donc voué à l'échec. La rencontre a été douloureuse, mais je suppose que j'en ai tiré quelques leçons sur la façon de socialiser de manière appropriée. J'ai également appris qu'il est incroyablement facile de ne pas voir les signes évidents que les autres personnes vous donnent lorsque vous êtes anxieux, car vous êtes tellement absorbé par vous-même que vous ne voyez pas les signaux sociaux. En repensant à la façon dont il était clairement mal à l'aise face à ma demande, ce qu'il a fait comprendre en ne souriant pas et en hésitant à accepter de taper le numéro. Si j'avais été concentrée et que j'avais prêté attention, j'aurais peut-être remarqué son comportement et la façon dont il reflétait clairement ses sentiments à mon égard et face à notre échange. Cela m'amène à me poser la question suivante. Est-il plus facile d'avoir une anxiété fonctionnelle que d'être prisonnier de sa propre coquille, figé par l'anxiété? C'est peut-être le moindre des deux mots. S'occuper est souvent le moyen de rester figé dans sa coquille avec l'anxiété. Mais pour moi, cette expérience s'est transformée en objectif et a renforcé ma confiance en moi. Je vois cela comme une étape, mais ensuite, l'amélioration de l'estime de soi et de la confiance en soi vous permettra de fonctionner sans anxiété. C'est le but ultime. Mais vous savez quoi? Écrivez votre propre histoire. Vous ne pouvez pas continuer si quelqu'un l'écrit pour vous. Beaucoup de jeunes à l'école ressentaient la même chose. Ils ne se sentaient pas bien. Et je ne savais pas pourquoi. Les adolescents se reconnaîtront ce qui est effrayant et aggrave l'anxiété. Il faut y aller pour savoir que l'on est bien à l'école, et on ne peut le savoir que si l'on y va. Surmonter l'anxiété n'est pas une question de hippie ou de charabia. Il m'a fallu des années pour surmonter ce que j'appelle la peur de la vie, et je l'ai appris à la dure. Alors, est-ce que la blague du diable a un sens? Maman de substitution, un titre intrigant, n'est-ce pas? J'avoue, je ne m'attendais pas à devenir maman à si jeune âge. Mais les circonstances déterminent souvent le chemin que nous devons prendre pour nous-mêmes. C'est grâce à ma mère que j'ai fait ce choix. Mais gardez votre jugement pour la fin. Attendez d'entendre mon histoire. Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans. J'étais heureuse de vivre avec ma famille. Mon père était médecin, ma mère était femme au foyer, j'avais 2 petites sœurs, Carla et Sarah, et nous vivions dans un quartier agréable et tranquille. Notre maison était toujours remplie de joie et de rire. Mon père était un père formidable et ma mère était une mère fantastique. Nous jouissions d'une vie stable, jusqu'à ce que ma mère tombe soudainement malade. Elle a commencé à avoir des maux de tête fréquents. Mon père l'a emmenée chez un neurologue, qui lui a dit que sa situation était grave, qu'elle devait être opérée d'urgence. Notre vie a soudainement été bouleversée. Nous sommes devenus tristes et déprimés. Aucun de nous ne parlait beaucoup. Papa essayait toujours de consoler maman. Mais chaque fois qu'il était seul, il pleurait comme nous, les enfants. Notre vie est devenue sombre. Le médecin fixait une date pour l'opération, et plus la date approchait, plus nous étions anxieux. Lorsque le jour est enfin arrivé, nous avons préparé quelques affaires de maman pour les emmener à l'hôpital. Elle avait l'air de penser que c'était la dernière fois qu'elle nous voyait. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, maman m'a appelée et m'a dit « Rita, tu dois t'occuper de ton père et de tes sœurs. » J'ai soudainement paniqué. « Maman, arrête de parler comme ça, ai-je dit. Tu vas guérir et revenir à la maison. » Elle mit sa main sur ma bouche et dit « Bien sûr que je reviendrai, mais tu dois t'occuper d'eux en mon absence. Tu feras ça pour moi ?» Je pleurais, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai hoché la tête. Puis le docteur l'a appelée. Elle a serré tout le monde dans ses bras, puis est entrée dans la salle d'opération pour être opérée. Nous avons attendu à l'extérieur de la salle, inquiets. Après un court moment, le médecin est sorti et a appelé mon père rapidement. J'ai su ce qui s'était passé en voyant l'expression du visage du médecin. Mon père est revenu quelques minutes plus tard et nous a regardés. Nous pleurions et il nous a pris dans ses bras. Notre vie est tombée dans une routine misérable et ennuyeuse. Mon père et mes sœurs étaient toujours tristes et je faisais de mon mieux pour essayer de m'occuper d'eux. Un jour, mon père m'a appelé auprès de lui et m'a dit « Tu sais combien je t'aime. »
Vous tous. Mais parfois, nous devons prendre des décisions difficiles. Je n'aimais pas ce que je venais d'entendre. Il a dit « Je vais devoir me remarier ». J'ai fait 2 pas en arrière et j'ai dit « Te remarier? Mais pourquoi ?» Et il m'a répondu « Nous avons besoin de quelqu'un qui prenne soin de nous. Je sais que personne ne peut prendre la place de ta mère, mais je n'ai pas attendu qu'il termine. » Et j'ai dit « Papa, je ne prendrai jamais la place de maman. Et personne ne le pourra jamais. Mais je ferai de mon mieux. Je ferai tout ce qu'elle faisait. Je suis assez âgée et responsable. Je peux m'en occuper. D'ailleurs, j'ai promis à maman que je le ferai. » Il m'a regardé intensément et a abandonné tout de suite l'idée de se remarier. Au début, il m'a été très difficile d'apprendre à faire tout le ménage et la cuisine, mais je m'y suis habituée petit à petit. J'ai cherché sur Internet des astuces pour rendre mon travail plus facile et plus efficace. J'ai demandé à mes sœurs de ne pas faire de dégâts à la maison et elles m'ont plus qu'aidée. Je leur achetais des cadeaux. Ma cuisine s'est améliorée après de nombreuses tentatives ratées. Lorsque j'étais fatiguée et que je voulais abandonner, je me souvenais du visage de ma mère, et cela me donnait la force de continuer. 10 ans plus tard, je suis toujours la maman de la maison. Papa ne s'est pas encore remarié. Mes sœurs ont grandi et se débrouillent bien dans leurs études. Notre appartement est toujours propre et nous sommes à nouveau heureux. La route a été longue, mais j'ai fait ce que je devais faire, et je l'ai bien fait.